L'Ukraine vient de réaliser l'un des pièges les plus intelligents et les plus brutaux de la guerre, et les chars de Poutine ont payé le prix. Poutine pensait avoir cela dans la poche. Il a lancé 50 000 troupes à Koursk, dont 10 000 Nord-Coréens, convaincus que ce serait une victoire facile. Il était sûr que ces chars imparables écraseraient les forces ukrainiennes et le feraient passer pour un héros pour avoir repris des terres russes. Attention spoiler, c'est fictif, pas même proche. Au lieu de cela, l'Ukraine l'a vu venir à des kilomètres, littéralement, et a tendu un piège si dévastateur qu'il a laissé des champs couverts de carcasses brûlées de chars russes. La contre-offensive russe massive. Un véritable fiasco. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi cela et pourquoi Poutine continue-t-il de tomber dans les mêmes pièges ? Cette vidéo analyse comment l'Ukraine a encore une fois surpassé la Russie, les pertes énormes essuyées par les troupes de Poutine, et les implications pour Koursk dans le futur. Pendant une grande partie de la contre-offensive de Koursk, la Russie a tenté d'établir une tête de pont sur la rive est de la rivière Snagost. L'objectif est clair, évincer la tête de pont de l'Ukraine à Koursk en étouffant la route d'approvisionnement des troupes stationnées dans le nord de la région. La Russie a connu un certain succès avec cette approche. RBC Ukraine indique qu'il est probable que les unités ukrainiennes se soient retirées des positions fortifiées dans la forêt d'Olivski à Koursk, ces soldats se repliant vers Milo-Lokhnaya. Ils se sont aussi retirés de Daryino, situé juste au-delà de la rivière Snagost. Mais la Russie voulait plus. Les forces de Poutine visaient à capturer tous les établissements possibles le long de la rivière, créant une zone tampon pour empêcher les troupes ukrainiennes de transporter des fournitures à travers le nord de Koursk. Jusqu'à présent, les tentatives de la Russie ont échoué. La rivière Snagost sert de barrière naturelle contre les forces russes, poussant l'Ukraine à se fortifier à proximité. Et de l'autre côté de cette rivière, des soldats en positions élevées sont capables de voir arriver la Russie et d'éliminer des troupes et des divisions mécanisées. Donc la Russie s'est presque retrouvée dans une impasse autour de la rivière Snagost. Poutine a sagement modifié sa stratégie. Au lieu d'attaquer les fortifications ukrainiennes près de la rivière, il a décidé de concentrer ses forces pour percer les lignes depuis le nord à Tolsty Lug. L'objectif demeure identique, couper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes traversant le nord du territoire revendiqué à Koursk. Cependant, prendre Tolsty Lug signifie également que la Russie peut mener des attaques encore plus directes contre la région de Novo-Ivanovka à l'est de Koursk. C'est une position clé pour l'Ukraine. Poutine a essayé de prendre le règlement au début de la contre-offensive de Koursk. Les premières tentatives russes en Ukraine ont échoué malgré 5 vagues d'attaques. L'Ukraine a résisté en infligeant de lourdes pertes à la Russie. Les estimations suggèrent qu'au moins 300 soldats russes et nord-coréens ont été tués ou blessés lors des 5 assauts, menant jusqu'au 11 novembre. L'Ukraine a également réussi à détruire au moins 18 des 29 pièces d'équipement lourd que Poutine a déployées dans ses offensives, laissant entendre que l'Ukraine était bien préparée à déclencher le piège qu'elle a attendu début décembre. Revenons au mouvement de décembre. Poutine savait que la prise de Tolsty Lug lui permettrait de mener des attaques sur Novo-Ivanovka sur 2 fronts, étirant les forces ukrainiennes dans la région. L'attaque initiale russe a donc débuté. Euromaidan rapporte que la Russie a envoyé plusieurs véhicules blindés de transport de troupes ou véhicules blindés légers dans un grand réservoir d'eau au nord de Tolstoy Lug. Leur but était de contourner ce réservoir, permettant à plus de forces russes d'affluer dans la région pour submerger les Ukrainiens. Le problème pour Poutine était que la Russie avait tenté d'utiliser cette route auparavant lors de ses premières tentatives pour reprendre Novo-Ivanovka. L'Ukraine, anticipant une nouvelle tentative, a instauré une surveillance constante dans la région du réservoir, employant des drones munis d'imagerie thermique comme système d'alerte précoce. Ce système s'est déclenché quand Poutine a envoyé ses véhicules blindés de combat et l'Ukraine s'est activée. Après avoir détecté les véhicules russes, l'Ukraine a lancé des missiles anti-chars Javelin sur le convoi. Le Javelin est un système d'armes portable avec une portée de tir efficace d'environ 1,5 miles. Leurs missiles sont équipés d'ogives anti-chars à haute explosivité, capables de pénétrer l'acier blindé plus de 6 fois le diamètre de l'ogive elle-même, parfait pour éliminer les machines lourdes. L'Ukraine a utilisé les javelins avec succès pour détruire les chars sur son territoire durant la guerre. Cette fois-ci, l'utilisation des javelins a rapidement détruit les véhicules de l'avant blindé russe en quelques minutes, ne laissant que des véhicules fumants sur le sol. Les rares soldats russes ayant échappé aux véhicules en feu ont essayé de se réfugier dans les arbres alentours, mais l'Ukraine était aussi prête à cette éventualité. Des drones First-Person View étaient également présents autour du réservoir. L'Ukraine a utilisé ces drones pour traquer et neutraliser les soldats russes à pied, faisant s'effondrer totalement la première vague de l'offensive russe. On dirait un sacré piège, non ? Mais ce n'était pas un piège anti-char ukrainien. C'était juste un exemple de la façon dont l'Ukraine est en avance lorsqu'il s'agit d'anticiper les mouvements de troupes de Poutine.
L'Ukraine aurait également su que le but de cette première tentative de contourner le réservoir près de Tolsty Lug était moins de réussir pour la Russie, et plus de déterminer où se trouvaient les positions de tir de l'Ukraine. La Russie avait maintenant cette information. Elle a sacrifié ses véhicules de l'avant blindés pour déterminer d'où l'Ukraine tirerait, et à quelle vitesse elle réagirait à une attaque. Croyant connaître leur mission, les troupes russes ont avancé résolument. Plusieurs grandes vagues, contenant chacune entre 6 et 10 véhicules blindés, y compris des chars et des véhicules de combat, ont tenté de percer. Ces véhicules étaient accompagnés d'unités d'infanterie, l'idée de la Russie étant de submerger ce qu'elle pensait être les seules positions de tir ukrainiennes. Poutine a constamment eu recours à cette stratégie pendant la guerre. Localiser l'ennemi, envoyer troupes et équipements sur sa position jusqu'à percer ses lignes et le détruire ou le faire battre en retraite. Le problème est que l'Ukraine a vu cela encore et encore. L'Ukraine était prête, et avait déjà largement miné les champs, entourant cette position clé, bien avant que la Russie n'envoie ses véhicules de l'avant blindés dans le réservoir pour déterminer l'emplacement des positions de tir ukrainiennes. Dès que les forces russes coordonnées ont découvert ces mines, elles ont vu qu'elles ne pouvaient pas simplement contourner les positions de tir de l'Ukraine. Cela signifierait conduire leurs chars sur des champs remplis d'explosifs qui détruiraient leurs convois mécanisés avant qu'ils n'approchent de l'Ukraine. Ainsi, les vagues de chars russes n'avaient d'autre choix que de suivre l'unique route que l'Ukraine avait créée pour eux, une route qui conduisait ces chars directement à travers une région où ils ne voulaient pas être. Et le piège a été déclenché. Plusieurs véhicules et chars russes ont été immobilisés sur les dents du dragon installés par l'Ukraine, sur la seule route accessible à la Russie. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ces petites pyramides en béton ont arrêté les chars dans leur élan, les laissant ouverts aux contre-attaques. La guerre en Ukraine nous a montré que Poutine a toujours une vision antiquée de la guerre terrestre, à bien des égards. Il s'appuie sur les tranchées et les chars pour prendre position. En plaçant stratégiquement des mines, l'Ukraine a forcé les chars russes à emprunter un itinéraire spécifique, les menant directement sur des dents de dragon, les neutralisant et supprimant leurs dangers. Les rares chars ayant franchi les dents de dragon ont fait face à d'autres difficultés. Ils étaient exposés, et directement dans la ligne de mire des tirs ukrainiens. Chaque vague russe a été repoussée par l'artillerie, les javelins et les drones first-person view, malgré l'assaut mécanisé continu des chars. Après que l'assaut mécanisé soit tombé dans le même piège, indiquant que les soldats russes n'en avaient aucune idée. Que faire? La retraite n'était pas une option. Les chars tentaient d'avancer sous les bombardements de munitions des troupes du 225e bataillon d'assaut et de la 36e brigade marine d'Ukraine. Les images des réseaux sociaux révèlent l'ampleur des dégâts sur le champ de bataille. Des champs entiers sont encombrés de carcasses calcinées de chars et de véhicules blindés à travers Tolsty Lug, Nizhny Klin et Zeleny Shliak. Des chars ont été détruits par des mines habilement placées par l'Ukraine. La Russie pensait avoir déjoué l'Ukraine en identifiant ses positions de tir et en tentant de les contourner via les champs environnants. Chaque char qui s'est embrasé suite à l'explosion d'une mine a révélé que l'Ukraine savait exactement ce que les forces de Poutine préparaient, bien avant qu'ils n'envoient la première vague de véhicules de l'avant blindés. D'autres chars restent immobiles sur les dents du dragon, non détruits, mais toujours abandonnés par leurs équipages, et d'autres encore sont victimes de tirs de javelots et d'artillerie, transformés en coques fumantes alors qu'ils sont pris au piège dans une ligne de tir que l'Ukraine a brillamment réussi à leur faire suivre. Euromaidan décrit la scène comme un cimetière de chars et de véhicules blindés. Il ne peut pas y avoir de description plus précise. Les forces de Poutine ont été humiliées dans leur tentative de contourner le réservoir près de Tolsty Lug. Les Russes ne progressaient toujours pas vers Novo-Ivanovka, forçant Poutine à revoir sa stratégie. Il est fort probable qu'il envoie plus de soldats et d'équipements contre les positions ukrainiennes, car pendant cette opération militaire spéciale, il a montré qu'il est prêt à sacrifier ses troupes pour arriver à ses fins. Cette situation humilie déjà gravement la Russie, mais cela empire. La Russie tente encore de percer jusqu'à Novo-Ivanovka. La différence maintenant est qu'elle essaie de compter sur de pures attaques d'infanterie, selon le 24e bataillon d'assaut de l'Ukraine. L'armure russe, ses chars et véhicules de combat ont été détruits si vite par le piège ukrainien qu'elle ne peut plus réapprovisionner ses troupes. Le 24e bataillon d'assaut croit que les quelques réserves que la Russie a dans son entrepôt à Koursk sont maintenant épuisées. La seule stratégie de Poutine maintenant est de jeter des soldats à pied sur les positions ukrainiennes. Cela ne va pas fonctionner. L'Ukraine a déjà montré la facilité d'éliminer les soldats ayant échappé à leurs véhicules en feu grâce au drone first-person view. Les soldats russes, qui tentent maintenant de percer à pied, ne sont guère plus que des cibles faciles pour une Ukraine qui était plus que prête pour les tactiques prévisibles que Poutine utiliserait pour essayer de prendre Novo-Ivanovka. Actuellement, Vladimir Poutine et ses proches tentent de cerner les problèmes survenus à Tolsty Lug. La Russie a sous-estimé la force de l'Ukraine autour de la région de Tolsty Lug, ce qui était son premier problème.
Cela n'aurait pas dû arriver. Les assauts infructueux de Poutine dans la région le 11 novembre montraient qu'il tenterait de recommencer. L'Ukraine en était consciente. L'Ukraine a installé des drones first-person view pour surveiller la zone, voyant arriver les véhicules blindés de transport de troupes russes, annonçant probablement des vagues d'unités mécanisées à suivre. Poutine semblait croire qu'il pouvait réessayer la même chose qui avait déjà échoué, espérant de meilleurs résultats. Il ne semblait pas réaliser que l'Ukraine utiliserait les semaines entre le 11 novembre et début décembre pour renforcer ses positions autour de Novoïvanovka, en vue d'une autre attaque. La stratégie de la Russie est devenue trop prévisible, ce qui pose problème à Poutine depuis plus de 15 ans maintenant. Comme le souligne la sécurité et la défense européenne, Poutine commet les mêmes erreurs en Ukraine qu'il a commises lors de sa tentative malheureuse d'envahir la Géorgie en 2008. Ce conflit, parfois moqueusement appelé la guerre de 5 jours en raison de sa brièveté, a vu la Russie tenter d'envahir la Géorgie avec des conscrits mal formés, qui manquaient de la formation appropriée pour une offensive terrestre. Il a aussi dévoilé plusieurs problèmes techniques au sein de l'armée russe. Les systèmes de communication obsolètes étaient vulnérables aux tactiques de guerre électroniques géorgiennes. L'équipement du pays était aussi en mauvais état, une grande partie tombant en panne et devenant inutilisable lors de l'avancée russe en Géorgie. Lorsque la Russie est arrivée en Géorgie, ses troupes étaient épuisées, et les Géorgiens les attendirent de pied ferme. Au cours de 5 jours, la Géorgie a détruit, endommagé ou capturé 93 pièces d'équipement militaire russe, dont 4 chars, 21 véhicules de combat d'infanterie et 8 avions. La logistique était mauvaise, le soutien arrière était à peine existant. La Russie est entrée en Géorgie, croyant pouvoir écraser le pays avec sa main-d'œuvre et son équipement supérieur, mais cette stratégie a échoué lamentablement. Cela vous semble-t-il familier ? Malgré les supposées réformes importantes des forces armées russes, à la suite du débâcle en Géorgie, peu de choses ont changé dans l'approche du pays maintenant qu'il se bat contre l'Ukraine. Il continue d'envoyer des conscrits mal formés sur les lignes de front pour se faire déchirer par les armes et l'artillerie de son ennemi. Les pannes de matériel sont aussi courantes qu'elles l'ont toujours été, et Poutine a montré que sa tactique consiste à envoyer des chars et des troupes tout en comptant sur un meilleur nombre pour submerger les positions. Tout est tellement prévisible, et c'est cette prévisibilité qui a permis à l'Ukraine de tendre son piège anti-chars. Elle connaissait précisément les intentions de la Russie, qui avait tenté les mêmes tactiques sans succès pendant près de 3 ans de guerre. Le piège de chars à la Tolstoï et Lug illustre comment l'Ukraine anticipe habilement les prochaines actions de la Russie. Mais il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles la Russie a perdu. La compréhension ukrainienne de la défense en couche a aussi été cruciale. Selon Euromédan, les défenses en couche de l'Ukraine ont été cruciales pour lui permettre de tendre avec succès son piège contre la Russie. Vous avez vu comment cette stratégie défensive fonctionne dans notre récit de l'incident. Les javelots et les drones first-person view de l'Ukraine ont servi de première ligne de défense contre les véhicules de l'avant blindé russe. Les mines plantées dans le champ étaient la deuxième, avec les dents du dragon bordant le chemin que l'Ukraine a forcé la Russie à prendre étant la troisième. Il y avait une autre couche avec plus de drones, de javelots et d'artillerie. Selon un article du Defense Post publié en décembre 2022, cette défense en couche n'est pas une nouveauté pour l'Ukraine. Pour contrer les drones russes, l'Ukraine mise sur une combinaison de patrouilles aériennes, de drones et d'avions, de missiles anti-aériens au sol et de petites unités de soldats terrestres. Vous verrez beaucoup de parallèles avec son approche des chars russes, à Tolstoï Lug ici. L'Ukraine mise sur diverses formes de défense pour contrer les avantages russes. Elle en crée plusieurs, les utilisant par étapes pour obliger la Russie à agir comme l'Ukraine le souhaite. C'est une défense très intelligente. L'incapacité de la Russie à le comprendre révèle beaucoup sur l'inaptitude tactique de Poutine. Dès que les divisions mécanisées, essayant de contourner le réservoir à Tolstoï Lug, ont découvert les mines dans le champ, elles auraient dû savoir que l'Ukraine les menait dans un piège. Un retrait et un regroupement auraient dû suivre. La Russie trouvant une autre façon d'attaquer Novoïvanovka, quitte à perdre des chars au javelot pendant la fuite. Mais non. La Russie a continué à avancer couche après couche, et ses chars ont été décimés en conséquence. L'erreur de Poutine ici est qu'il n'apprend tout simplement pas. Les échecs de la Russie à adapter ses tactiques, associés à sa fragilité stratégique, ont permis à l'Ukraine de tendre son piège. Il y a aussi le problème de l'équipement, une autre erreur majeure de la Russie. Les troupes russes essaient actuellement d'atteindre Novoïvanovka à pied, ce qui suggère des problèmes avec les lignes d'approvisionnement devant leur fournir les chars et blindés nécessaires aux assauts. Ce qui ne va pas est simple, la Russie manque d'équipement. Forbes a également rapporté que l'Ukraine avait mis en place ce qu'il a appelé une route de la mort sur la route passant par Seleny-Echliak. C'est la route que la Russie a tenté de prendre pour entrer à Novoïvanovka. Forbes a rapporté une vidéo montrant au moins 10 véhicules détruits le long de la route,
Le 225e bataillon d'assaut affirmant que les champs sont minés. La route est visée par notre artillerie, et chaque mouvement est soigneusement surveillé. Forbes rapporte que Poutine s'en tient à la même stratégie d'attaque constante sur la route près de Zelenishliak, et l'histoire que racontent les images de la route de la mort est celle d'une Russie qui manque d'équipement. Lors des assauts initiaux, en octobre et début novembre, la Russie a déployé des véhicules de combat d'infanterie, BTR 8-2. Apparemment, les soldats sur les lignes de front à Koursk ont reçu au moins 40 de ces véhicules. En décembre, les BTR 8-2 commencent à se faire rares. Les nouveaux débris sur la route de la mort incluent des véhicules de combat BMP et BMD, une dégradation par rapport aux BTR 8-2, ainsi que des tracteurs blindés et des camions Buran. Les véhicules plus faibles disparaîtront bientôt, obligeant la Russie à se rabattre sur des unités mécanisées de fortune pour ses soldats, si elle en envoie. N'oublions pas que c'est la Russie qui se bat sur son propre territoire. Il semble que Poutine manque soit de véhicules blindés en Russie, soit qu'il ait si mal organisé la logistique, que les véhicules que la Russie possède n'arrivent pas aux soldats, qui en ont besoin. La situation est si désastreuse pour la Russie qu'elle doit déployer des camions au lieu de chars, et quand ceux-ci sont à court, elle envoie l'infanterie. Entre le 6 août et le 26 novembre, la Russie a perdu 364 unités de matériel lourd, allant des chars aux camions. Le déclenchement du piège de Tolstyi-Lug lui a fait perdre des dizaines d'équipements vitaux. Alors, que signifie tout cela pour les tentatives de l'Ukraine de défendre Koursk? D'un côté, la Russie a un certain succès. L'Ukraine a repris environ 40% du territoire qu'elle revendiquait lors de l'incursion initiale de la Russie. Avoir 50 000 soldats contre 20 000 est un avantage là-bas. Les tactiques brutales de Poutine ont eu un certain succès. D'un autre côté, le regard de Tolstyi-Lug révèle que la Russie n'a toujours pas saisi comment attaquer les positions les plus fortifiées de l'Ukraine à Koursk. Au lieu de cela, elle tente simplement de les abattre avec des chars et de l'infanterie, qui tombent à des victimes des défenses stratifiées de l'Ukraine et de tactiques supérieures. L'Ukraine parviendra-t-elle à repousser la contre-offensive russe? Cela reste à voir. Mais ce que nous pouvons dire de cet incident, c'est que l'Ukraine surpasse la Russie à chaque étape. Si la Russie parvient à reprendre Koursk, elle le fera au prix de dizaines de milliers de troupes et de centaines d'unités de matériel lourd. Une victoire à la Pyrrhus, pour une nation déjà en difficulté avec des problèmes de main-d'œuvre et d'équipement. Que pensez-vous de l'embuscade tendue par l'Ukraine à Tolstyi-Lug? L'Ukraine pourra-t-elle continuer d'utiliser de tels pièges pour tenir les soldats russes à distance? Est-ce seulement une question de temps avant que Poutine ne sacrifie assez de troupes et d'équipements pour percer les défenses ukrainiennes? Partagez vos pensées dans les commentaires, et merci d'avoir regardé cette vidéo.